Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. RTE, Réseau de transport d'électricité, rend un rapport aujourd'hui. Plusieurs scénarios sont étudiés, mais enfin, globalement, dit RTE, on va consommer plus d'électricité en France d'électricité, puisqu'on va électriser par exemple le parc de voitures. Dans les décennies qui viennent, on aura besoin d'énergie renouvelable et de nucléaire. Incontournable. Et je me suis souvenu que la semaine dernière, à Reims, Jean-Luc Mélenchon a dit « Si je suis président de la République, on arrête toutes les centrales nucléaires pendant mon quinquennat. » Et on se dit, c'est pas très réaliste quand même. Alors, ce à quoi se réfère Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il y a un collectif de scientifiques, d'associations, de spécialistes qui interviennent sur ce sujet. C'est le scénario dit négawatt, qui considère qu'il est possible, en 2050, d'aller vers 100% d'énergie renouvelable. Ça nécessite qu'il y ait des investissements qui soient faits vers ces énergies non carbonées, des énergies renouvelables. Et tout le débat qui a lieu à l'heure actuelle, au-delà des dates, ce que nos concitoyens doivent comprendre, c'est que nous avons une partie de notre parc nucléaire aujourd'hui qui arrive un peu à terme. Et de deux choses l'une. Soit ces centrales nucléaires vont cesser de fonctionner, soit on réinvestit massivement pour qu'elles puissent aller vers des prochaines décennies d'utilisation, ce qu'on appelle le grand carénage. C'est un investissement de 120 milliards d'euros. Donc on fait des nouvelles centrales. EDF demande 6 EPR supplémentaires. Voilà. Les EPR, en plus, ça coûte énormément cher. Je crois qu'on en est à 5-6 fois le prix, je pense à celui de Flamanville, qui avait été annoncé. Oui, d'accord, mais on avait dit Flamanville. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous dit souvent le nucléaire, c'est assez peu coûteux. Mais la question, c'est pas réaliste, quoi. Se passer du nucléaire. C'est ce que vous dites, vous. C'est ce que vous dites. N'est pas réaliste. Personne n'a dit de toute manière qu'il allait y avoir un grand interrupteur sur lequel on allait faire. On arrête si Jean-Luc Mélenchon est élu. C'est lui qui a dit on ferme toutes les centrales. La décision est prise de fermer toutes les centrales. Ce qu'il a dit, c'est que oui, la tendance que nous allons prendre désormais, c'est pour être respectueux de ce que je dis, d'ici 2050, va aller vers ce scénario de 100% d'énergie renouvelable. La question, une fois de plus, c'est pour ça que vous l'avez peut-être pas assez souligné, est-ce qu'on réinvestit 100 à 150 milliards pour continuer le nucléaire, ou est-ce que ce grand pays qu'est la France investit dans des énergies différentes? C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu pour aller vers, aujourd'hui, faire face aux enjeux climatiques. Vous savez comme moi que le rapport du GIEC est assez alarmiste. Soit on ne fait rien et on dit on continue. Mais le nucléaire, c'est décarboné. Ça n'est pas tout à fait vrai, ça a un impact effectivement aussi sur le climat. Et deuxièmement, oui, mais nous avons aussi le problème des déchets. L'impact en plus du changement de climat fait que nous allons avoir une montée des eaux et que nous avons un parc en plus nucléaire qui est assez proche des côtes. Bon, donc tout ça, c'est des questions qui sont longues, qui sont lourdes, évidemment, et des questions stratégiques où il faut se projeter vers l'avenir. C'est une question que votre parti traite avec dogmatisme ou avec réalisme? La question est biaisée. Avouez que... Non, mais avec réalisme... Vous ne pouvez pas me répondre avec dogmatisme. Écoutez, voilà. Non, avec bêtise et dogmatisme. Non, on fait confiance, et y compris c'est pour ça que j'ai cité un collectif de scientifiques. Non, mais projetons-nous vers l'avenir. Une fois de plus, le nucléaire a assuré pendant longtemps une forme d'indépendance énergétique, même si ça n'est pas tout à fait vrai parce qu'on avait besoin d'uranium. Je veux dire, à un moment donné, par rapport à ce qu'était la science, c'était utile pour notre pays. Moi, je considère que le grand enjeu du futur, je pense que notamment les jeunes générations, est-ce qu'on est le grand pays qui, dans le siècle qui vient, dans la deuxième partie du siècle qui vient, essaie d'être non tributaire de cette énergie qui nous a été utile, mais qui a quand même des déchets qui, pour plusieurs siècles, qui va poser problème. Voilà où nous en sommes. C'est un grand projet pour un pays comme le nôtre et qui peut nous permettre, en plus d'un point de vue industriel, si nos ingénieurs, tout le monde se met au travail, de marcher devant. Voilà. Donc, débat sur le nucléaire, ce sera l'un des enjeux, sans doute. On en parlera beaucoup. Moi, je trouve que c'est un beau sujet, honnêtement, pour une campagne présidentielle. On n'en parle pas suffisamment. Oui, mais moi, je trouve que c'est un beau sujet pour une campagne présidentielle qui vient. Je vous ai dit, c'est 100 à 150 milliards. Dans quoi les investit? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on essaie de mettre en place de nouvelles énergies? C'est mieux que de parler. Est-ce qu'il faut appeler Jean-Michel ou Mohamed? Avouez que c'est un peu... on va en reparler aussi. C'est aussi une question biaisée d'ailleurs, mais je vais essayer d'y répondre. Oui. Mais l'avantage de celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron, c'est de prendre des décisions. Et avant la fin de l'année, il aura pris des décisions qui nous engageront sans doute dans le renouvellement. Moi, je trouve que d'un point de vue... revenir en arrière, ce sera sans doute... Voilà, mais ça, attendez, ça c'est intéressant, parce qu'en 5e République, regardez, il y a une élection qui vient, et on a un président... 5e République, tous les pouvoirs sont organisés. J'entends bien, mais si vous voulez, ce serait paradoxal qu'on ait une élection en avril, et que des sujets qui nous engagent sur plusieurs décennies, voire sur le siècle, soient tranchés par un président de la République, qui par ailleurs s'est engagé lors de la campagne présidentielle de 2017
de sortir au moins en partie du nucléaire. Ça qu'il ait changé d'avis, lui, je vous le concède. Ça arrive souvent. Mais la décision... pas nous. Pour ce qui est de la décision sera sans doute prise avant la fin de l'année. 100 € pour tous les Français qui gagnent moins de 2000 €, c'est la proposition qu'a faite le Premier ministre pour soutenir les ménages les moins fortunés dans la crise que nous connaissons, notamment liée là, au prix de l'essence et de l'énergie. C'est humiliant, a dit Michel Onfray, 100 € pour les pauvres. Est-ce que vous partagez ça ou est-ce que vous dites que 100 € c'est mieux que 0 €? Je ne sais pas pourquoi vous citez Michel Onfray, qui par ailleurs est un sale bonhomme qui a annoncé qu'il voterait Zemmour. Donc il y a mieux que lui aujourd'hui. Sur la dernière partie de votre phrase, il n'a pas annoncé qu'il voterait Zemmour. Si, il a dit que si Zemmour était un peu plus social, il était prêt à voter Zemmour. Voilà. En gros, la misogynie, le racisme, ça lui va, mais si Adolf Hitler avait été un peu moins antisémite, peut-être que M. Onfray l'aurait trouvé passif. Est-ce que c'est humiliant ou est-ce que c'est bienvenu? Que ce soit clair, évidemment, pour des tas de gens, 100 €, ce sera mieux que rien, et ils les prendront, et je ne veux pas avoir une forme d'arrogance de dire c'est rien. Maintenant, ce dont nous parlons, c'est 100 € pour 8 mois, si j'ai bien compris. Si on part du 1er septembre jusqu'au mois d'avril, moi j'ai calculé comme ça. Ça veut dire, en gros, ce sera versé une fois, et donc ça fera 12,50 € par mois. Bon, 12,50 € par rapport à l'augmentation, je prends que la question du carburant, qui est passé de 1,33 € en octobre 2010. Aujourd'hui, on le trouve à 1,65 €. J'ai à Paris, ça se trouve même à 1,79 €, 1,80 €, je parle du samplon, 95 €. Bref, tout ça pour dire que quand vous faites le plein, facilement, vous prenez 10, 15, 20, 25 €. On va être raisonnable, entre une quinzaine d'euros facilement un plein. Bon, tout ça pour dire que si j'oublie l'électricité, le gaz, ça fait pas la maille. Premièrement, je veux dire, ça réglera pas le problème. Et puis ça risque de continuer d'augmenter. Donc qu'est-ce que nous proposons, nous? Déjà, le blocage des prix, au moins, arrêtons. On aurait même dû agir plus tôt pour éviter qu'il y ait cette montée. On me répond, mais c'est pas possible. Nous répondons, attention, le Code du commerce le permet, et en plus, si on a un peu de mémoire, vous êtes un journaliste expérimenté, 1990, 8 août 1990, Michel Rocard, Premier ministre, face à, notamment c'est le moment de la guerre du Golfe, à l'inquiétude qu'il y ait une augmentation des prix du pétrole, par décret, entre le 8 août et le 15 septembre 1990, a fixé les prix. Et donc cela a été fait. Nous avons l'outil législatif qui permet de le faire. Et puis bloquer des prix, on l'a vu avec les masques, on l'a vu avec les gels hydroalcooliques, encore récemment. Le président de la République a dit « nous sommes en guerre », eh bien utilisons des méthodes un petit peu, certes, autoritaire, si je puis dire, mais si on laisse faire uniquement le marché, les choses vont continuer d'avancer. Moi, ce qui me choque le plus, pour mettre le raisonnement, c'est qu'il y a des groupes pétroliers qui vont faire du profit à l'heure actuelle. C'est purement spéculatif, l'augmentation du prix du pétrole. Il n'y a pas raréfaction actuellement du pétrole. Il y a une baisse de la demande. Maintenant, ça reprend et ça remonte. Donc, il n'y a pas de raison que des groupes privés fassent des profits et que de l'argent public serve en quelque sorte à compenser ou à aider les gens à faire face à cette augmentation qui enrichit les groupes privés. Il faut revenir à la base et essayer de trouver que ces groupes privés, eux, soient taxés. C'est difficile, mais c'est là la solution, selon nous, qu'il faut... Est-ce que vous êtes favorable à une baisse de la TVA ? Le problème de la baisse de la TVA, ou du moins de la baisse... de première nécessité, donc on passe de 20 à 5%. Le problème de la baisse des taxes, tel que ça a été annoncé, c'est que ça reviendrait à dire que c'est aussi pour de la fiscalité, de l'argent public, de l'argent qui est nécessaire pour d'autres choses, qui sert, là encore, à compenser les profits des groupes privés. Donc, on marche sur la tête, parce que moi, de cette TVA, je suis prêt à en faire des choses en termes d'école, en termes de services publics, en termes de relance économique et d'aide du pouvoir d'achat. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire aider par de l'argent public. Et en plus, là, on va avoir même dans la proposition des 100 €, en vérité, c'est la hausse des taxes qui sert un peu à compenser. Bref, c'est pas la solution. Donc, plutôt bloquer les prix. Bloquer les prix. Est-ce qu'on peut avoir, ou est-ce qu'on peut avoir le courage de dire, dans la mesure où des groupes font des surprofits en période de crise, on va un peu les solliciter et les demander par des taxes, notamment ce que nous proposons sur d'autres sujets, pour éviter qu'il y ait des profiteurs de crise. Tout le monde a fait un effort pendant la crise, il n'y a pas de raison que les grands groupes privés, les groupes pétroliers n'en fassent pas. Le pouvoir d'achat, ce sera, à votre avis, tel que vous sentez les choses, le sujet principal de l'élection présidentielle ? Disons la question du niveau de vie, on va dire comme ça. C'est ça qui préoccupe les gens. Question démocratique et question démocratique parce que... Plus que l'immigration ? Moi, je crois que l'immigration, c'est le sujet... Il peut y avoir des gens qui se posent des questions, mais d'abord et avant tout, quand moi, vous savez, je suis une Seine-Saint-Denis, les gens ils me parlent le boulot, l'inquiétude par rapport au boulot, que c'est pas assez payé, des femmes souvent précarisées. On en a beaucoup parlé, les AESH, vous savez, ces femmes, je dis des femmes, il n'y a pas que des femmes, enfin majoritairement, qui aident les enfants dans les écoles qui ont des différents handicaps, on va dire ça, elles sont payées 710 €. Elles sont souvent, vous savez, dans nos banlieues de Seine-Saint-Denis, les problèmes de logement, etc. C'est ça dont on parle les gens. L'immigration, non ?
moi, je le sens pas. Mais moi, je suis un élu de Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'il y a des endroits. En Seine-Saint-Denis, on dit que c'est l'un des départements où précisément les problèmes de l'immigration que pose l'immigration, les problèmes que pose la religion qui est associée à une certaine immigration. Mais moi, je désapprouve cette manière d'aborder les choses. Ouais. Je trouve que c'est honteux. On va encore reparler de lui, mais quand un éditorialiste écrit dans un livre qu'en Seine-Saint-Denis, et il y a une règle non écrite qui interdit les femmes dans les cafés, je dis c'est honteux, tellement c'est débile, tellement c'est mensonger. C'est faux. Ah, totalement faux, totalement faux. Michel Apathy, vous êtes déjà... Jean-Michel Apathy, vous avez déjà lu en Seine-Saint-Denis? C'est vous qui êtes l'élu de la Seine-Saint-Denis. Oui. Moi, je dis les cafés en Seine-Saint-Denis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un mensonge. De toute façon, ce type, aujourd'hui, est un arrogant qui est assez aisé et qui méprise les quartiers populaires. Je vais vous dire, le vrai grand remplacement, c'est celui qu'est en train de faire M. Zemmour, c'est remplacer la question sociale par la question identitaire. C'est ça qu'il veut faire. Ça, c'est le rêve. Attendez, ça, c'est le rêve des puissants. C'est-à-dire, les milieux populaires, engueulez-vous entre vous, pour savoir si Mohamed et Patrick, dans l'entreprise, ne peuvent pas lutter ensemble. Pendant ce temps, les patrons ont les dividendes et le peuple, lui, il a les divisions. Donc, ce à quoi sert Éric Zemmour, c'est organiser, vous voyez, cette division, cette controverse au sein des milieux populaires pour ne pas qu'ensemble, quel que soit, j'ai envie de dire, l'endroit où on est né, quelles que soient ses convictions spirituelles, et d'ailleurs beaucoup de gens n'en ont pas dans ce pays, que nous puissions améliorer nos services publics, partager les richesses, sauver la planète. Zemmour, il ne veut pas de ça. Mais il exprime peut-être quelque chose aussi que des gens ressentent. Et sur le problème de l'immigration, beaucoup de gens vous reprochent, mais moi, mon sujet, pas vous personnellement, mais beaucoup vous reprochent d'avoir sous-estimé, sous-traité les problèmes que pose l'immigration. Mais moi, je vais vous dire, ce que je trouve particulièrement choquant, que cette opinion existe dans le pays. Vous savez, on n'a pas besoin d'Éric Zemmour pour le savoir. Oui, il y a le Front National qui est là depuis longtemps qui porte ça. Je dis que c'est une grande diversion, que c'est le grand remplacement, justement, des préoccupations majeures pour un autre sujet. La question va se poser aujourd'hui, et j'observe que est-ce que, dans la période qui vient, les médias, les sondages, comment ils servent à être la caisse de résonance d'une question et pas plus d'une autre. Pourquoi je dis ça? J'ai vu Ouest France, par exemple, grand quotidien. Non, mais c'est intéressant. On va nous barber avec Ouest France toute la journée. Ouest France refuse de commenter les sondages. Et de commander les sondages. C'est pas rien, quand même. Pour quelle raison ils le font? C'est intéressant, l'éditorial. Non, mais c'est intéressant. Vous voulez vivre sans sondage? Oui, je pense qu'en période d'élection présidentielle, moi je ne serais pas choqué. Je rappellerai à ceux qui nous écoutent que la France Insoumise, lors de son université d'été, a proposé à tous les journalistes un sondage pour dire, voyez, ça n'est pas la nos même mesures, méthode. C'est 80% des Français. Mais ça n'est pas la même méthode. Mais Jean-Michel Apathy, faire une étude sur une question de ce que vous pensez tel ou tel sujet, ça n'est pas, ça n'est pas la même chose de pour qui vous allez voter, quand en plus le sondage vous dit que 52% des gens n'ont pas d'opinion et que la méthode que retient certains instituts de sondage, c'est vous classez de 1 à 10, est-ce que vous êtes sûr d'aller voter? Je ne retiens que celui qui est sûr d'aller voter. Alors, ce qui amène tous les un filtre. Pas la même oui, mais c'est celui qui est de plus en plus retenu par des journaux. Et la succession, en plus des sondages, c'est qu'il y en a aujourd'hui quasiment tous les 2 ou 3 jours, amène à ce que vous avez un rythme de la campagne qui devient assez étouffant. Enfin, pour finir, est-ce qu'il faudrait interdire les sondages? Moi, ça ne me choquerait pas. C'était l'objet d'une loi qui s'appelait la loi Sueur, qui a été adoptée par le Sénat. Qu'à un moment donné d'une campagne présidentielle, on dit on arrête. Monsieur Apathy, votez pour ce que vous croyez bon. Un tel, votez pour ce que vous croyez bon. Le problème des sondages, c'est qu'ils mettent en place un citoyen sous influence. C'est-à-dire qu'il ne vote pas pour ce qu'il croit bon nécessairement, mais par rapport à des stratégies que lui disent les sondages. J'en veux pour preuve une personne, je ne sais pas si vous entendez avec lui ou pas, qu'importe. L'autre jour, je voyais un débat entre M. Ruquier et Jean-Luc Mélenchon sur France 2. À la fin, M. Ruquier dit « Monsieur Mélenchon, ce que vous proposez, je suis d'accord avec vous, mais je ne voterai pas pour vous à l'élection qui vient parce que je crains un second tour entre M. Zemmour et Mme Le Pen. » Eh bien, ce raisonnement que j'ai déjà entendu, de gens qui disent « Sur le fond, ce que vous dites, c'est pas faux, mais comme je ne veux pas un tel et un tel, je voterai pour autre chose », nous préoccupe. Vous comprenez? Donc moi, je suis pour dire aux Français, écoutez les candidats, écoutez les programmes. Ça, c'est la question centrale. Ne soyez pas dans une logique aujourd'hui qui consiste à bâtir d'autres stratégies. On a vu, puisqu'on dit que les sondages se trompent souvent, que les sondages influençaient peu l'opinion publique, mais on a entendu... Vous plaisantez, j'espère. Non, je crois que je plaisante pas. Non, moi je pense pas. Non, moi, je crois qu'ils ont un impact. Je crois qu'ils ont un impact. La preuve, quand on dit qu'ils se trompent souvent, c'est qu'ils n'influencent pas. Mais parce que ce qu'ils peuvent fabriquer... Non, mais attendez. Ce qu'ils peuvent fabriquer, c'est un vote, à un moment donné, de rejet, tellement les gens ont l'impression qu'un sondage veut leur imposer une chose. Mais malgré tout, je vais vous dire, à l'heure actuelle, quand je discute avec les gens, ça fabrique un paysage intellectuel, que vous le vouliez ou non. Ou alors à quoi ils servent si oui, c'est mais c'est la modernité aussi. Enfin, on ne va pas rentrer dans... D'accord, on a entendu votre proposition. On parlait d'un candidat. J'affirme ici qu'aujourd'hui, vous avez une zémourisation du débat médiatique, à tel point que le syndicat national des journalistes qui se réunit ce week-end a adopté une motion qui dit ça. Le SNJ, vous connaissez. Quand le principal syndicat de journalistes dit « Attention, à cette campagne, elle est très particulière. Jamais aucun candidat, je paraphrase à peine le communiqué qu'ils ont adopté à l'unanimité, n'a connu une telle, un tel accompagnement médiatique. Il y a une zémourisation
zémorisation de la présidentielle. Je dis qu'Éric Zemmour, quand même, aujourd'hui, cet effet de mode, tous les 2 jours, de nous parler de sa dernière sottise, même quand il dit rien, est inquiétant. Il est raciste, Éric Zemmour? Mais bien sûr qu'il est raciste. Écoutez, oui, il est raciste. Il a été condamné pour ça, d'ailleurs. On peut quand même fréquenter quelqu'un qui est raciste. Mais moi, c'est ce que je crois. Oui, il y a un problème. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon a débattu avec lui? Non, mais le débat, écoutez, moi, j'ai déjà débattu avec Madame Le Pen et tout ça. C'est totalement contradictoire. Non, ça, c'est votre opinion. Jean-Michel Apathy, votre opinion. Pas mon opinion. Comme journaliste, je n'expose pas mon opinion ici. J'essaie de vous mettre devant votre contradiction. Vous aucune dites contradiction. Ce type-là, zémorisation de la vie politique. Il faut apporter les journalistes en parlent trop. Mais qui a mis en scène un débat avec lui? Pas nous. Non, mais attendez, nous, on a fait. Bon, ça c'est votre opinion. C'est pas une contradiction. Mais là, on est là comme journaliste et vous allez me poser une question. Est-ce qu'il fallait répondre? C'est pas une contradiction de reprocher aux journalistes de trop parler d'Éric Zemmour et de faire un débat avec lui de 2 heures. C'est une blague. J'espère que c'est une blague. On a fait toute la rentrée sur ce personnage. Oui. Parce qu'il fallait apporter des réponses. Si vous l'avez pas mis en scène, il n'était même pas candidat. Vous avez Zanette. Voyez-vous, Zanette, c'est nous qui avons mis en scène. Il n'était même pas candidat quand ce débat a eu lieu. Et il est toujours pas. Et ce matin, vous en parlez, vous, sur LCI? Vous reprochez aux médias d'en faire trop? Oui. Non mais attendez, c'est une blague, j'espère que c'est une blague. Maintenant, votre truc à vous, c'est même pas les médias qui font une couverture de presse pour Zemmour, c'est la faute à Mélenchon qui a apporté une réponse. Maintenant, on va sortir de ce débat, vous allez donner votre opinion. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, Éric Zemmour, moi j'aime la France et je veux pas d'un type comme lui qui vienne m'expliquer, par exemple, que c'est le maréchal Pétain qui a sauvé les Juifs, que Alfred Dreyfus était peut-être véritablement coupable. Et on pourrait continuer la liste de toutes les horreurs historiques qu'il est en train de raconter, toutes les cochonneries qu'il raconte. Écoutez, l'autre jour, c'était ce week-end, on a fêté, si je puis dire, commémoré les fusillés de Chateaubriand par les nazis. Eh bien, Éric Zemmour, quand il parle de ça, il explique notamment que Guy Môquet et les communistes à l'époque, c'était des collabos. Il veut pervertir l'histoire de France. Vous savez, le mot cancel culture dont il parle, soi-disant ceux qui veulent effacer l'histoire, il l'efface. Et c'est une autre histoire. Je ne veux pas de cet homme parce que je ne veux pas que mes enfants apprennent l'histoire de l'extrême droite. Et il faut débattre avec lui. Oui, il le faut, parce que je vais vous dire parfois ce que j'observe, c'est qu'il y a peu de gens qui lui apportent une réponse sur le fond. C'est ce qu'a essayé de faire Jean-Luc Mélenchon. Ne levez pas les yeux au ciel, bon sang. Peu de gens, enfin tout le monde. Non, mais il avait une émission de télé, le monde entier défilait devant lui. Enfin, peu de monde ne pouvait pas dire une contre-vérité pareille. Il avait une émission de télé, tous les intellectuels et tous les responsables politiques ont défilé devant lui pour débattre avec lui. Moi, j'y suis jamais allé. Moi, j'y suis pas allé. Mais attendez, c'est pas la même chose. Attendez, c'est pas la même chose une émission présentée par une animatrice un peu complaisante. Je parle de Madame Kelly, qui souvent passait les plats, si je puis dire, avec tout le respect que je lui dois. Attendez, pourquoi vous êtes... Je vous dis la stratégie, vous avez le droit d'être en désaccord, mais arrêtez de me prendre sur ce terrain-là. On a eu le sentiment que depuis des semaines, à partir de la rentrée, personne n'a apporté une réponse politique au zémourisme. D'accord? Jean-Luc Mélenchon l'a fait. Vous appréciez pas, c'est votre droit. Pas. Mais c'est une stratégie. Oui, d'accord. Mais alors, moi, j'apprécie pas souvent. Non, mais comme vous dites, les journalistes mettent en scène Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le droit de le contester. Je vous dis que même le syndicat national des journalistes, d'accord? Vous aimez pas le syndicat national des journalistes, vous aimez personne. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, au-delà de la polémique. Non, ce qui m'inquiète, c'est l'effet de mode aussi. Les Michel Onfray, les Éric Nolot, tous ces gens-là qui ne cessent de dire maintenant qu'ils vont peut-être voter Zemmour. Ce côté mondain de voter. Il y en a plus qui disent on va voter Zemmour qu'il y en a on va voter Mélenchon. Parce que dans les quartiers chics, chez ces gens assez aisés, le lepénisme se portait mal, mais le zémourisme se porte bien. D'accord? C'est pas le signe que quelque chose ne va pas avec cette troisième candidature. Chez cette élite un peu dégénérée, oui, comme Éric Nolot, Monsieur Onfray, oui, ça va pas. Ça va pas. Parce que leur mépris des milieux populaires et notamment des Français. Est-ce que ça n'est pas le signe que quelque chose ne va pas dans la troisième candidature de Jean-Luc Mélenchon? Je ne vois pas le rapport, mais on va parler de ça maintenant. Ce qu'il faut, c'est mettre au cœur la question sociale. Il faut effectivement une loi d'urgence sociale, comme on l'a dit. Fixer les prix, notamment pour que les milieux populaires puissent accéder à une nourriture de qualité. Titulariser 800 000 personnes aujourd'hui dans les services publics qui sont en situation, qui sont contractuelles. Faire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, un service public pas plus loin de 15 à 30 minutes, parce que notre pays, mis à mal par des politiques, notamment qui ont détruit nos services publics, fait que tout ça s'est éloigné. Voilà ce que nous sommes en train de placer. On appelle ça l'union populaire. C'est-à-dire qu'on a un problème, c'est que les appareils, à l'heure actuelle, veulent tous leurs candidats, mais nous, on a le sentiment qu'il y a une difficulté qu'on n'arrivera pas à résoudre. On va essayer de faire l'union, notamment sur ces préoccupations et sur les questions sociales. Y arriverons-nous? Je ne sais pas. Je connais vous avez un regard négatif là-dessus. Voyez, je suis venu. Les frais bancaires, par exemple, je dis ça pour illustrer les propositions. Les frais bancaires, c'est 7 milliards que les banques font sur le compte en banque de vous, de moi, des gens modestes. Il y en a plein de propositions. Donc, si on essaierait d'installer ces débats-là. Y arriverons-nous? Je ne sais pas. S'il n'y a que des gens michtis face à nous, ce sera dur. Mais ceci dit, je vous remercie. Oui, enfin, Jean-Michel Apathy vous a reproché une contradiction. Vous a pas reproché au thème de campagne. Vous voyez, beaucoup de gens ne pensent pas la même chose. Beaucoup de gens avaient envie de ce débat face à Zemmour. Et ils l'ont eu. Vous avez le dernier mot. Merci. Je vous en prie. Alexis Corbière.